Merci Christophe, très heureux d'être là ce matin avec vous. Alors c'est une rentrée chargée, l'industrie, le B2B sont partout dans les médias. C'est un sujet clairement de développement pour l'économie française, c'est aussi un sujet d'amélioration en termes d'expérience. Du coup, j'aurai l'occasion, pendant les 20 prochaines minutes, de pouvoir vous partager ce que nous, on voit en termes de grandes tendances autour de 3 grandes parties. D'abord, on va évoquer la sortie de notre nouveau livre que vous avez sur table, qui est fait pour être feuilleté, compulsé, voilà, gribouillé, n'hésitez pas. En deuxième partie de l'intervention, vous serez sur les nouveaux codes de l'expérience client B2B. Et puis, en troisième partie, nous serons sur l'arrivée des agents autonomes et quel avantage concurrentiel ça peut avoir pour les entreprises. Alors démarrons tout d'abord par effectivement l'annonce de notre ouvrage sur la triple accélération. Donc en fait, on est dans un contexte important et on a de transformation de l'économie. On a mis en place, c'est notre 6e livre, un livre dans lequel vous allez retrouver à la fois la vision qu'on partage, que vous aurez dans quelques secondes, et elle est complétée par plus de 60 interviews dont un certain nombre d'industriels, d'acteurs du B2B et de leaders. Et pour ça, on partage ces témoignages et vous verrez dans l'ouvrage, il y a un QR code qui permet d'aller lire la totalité de l'interview pour ceux qui souhaitent approfondir l'expérience. Alors, le point de départ numéro 1, c'est le contexte de frugalité. Le contexte de frugalité, clairement, c'est quelque chose que tout le monde partage, c'est ce que tout le monde entend. Et dans ce contexte-là, avec l'incertitude et l'instabilité, comment on peut quand même s'organiser, se structurer? C'est dans ce contexte que la triple accélération est née, dans une logique de rationalisation et d'en finir avec les transformations en silo, avec d'un côté les équipes digitales qui se transforment, de l'autre les équipes de transition durable et après les équipes en charge effectivement des people qui accompagnent les équipes. Donc l'idée, c'est de rationaliser tout ça et c'est l'objet de ces travaux. Alors quel est le contexte? Le contexte, c'est que depuis 2000, on est tous dans une transformation au digital que vous observez et dans lesquelles certains d'entre vous sont bien sûr acteurs. Deuxième grande période, c'est 2015, avec la COP à Paris. Il y a eu une réelle prise de conscience des enjeux climatiques et toute la partie d'inclusion. Et puis le Covid n'a été qu'un phénomène d'accélération sur effectivement la nécessité de transformer les organisations, les rendre plus agiles. Et puis après, il y a eu, voilà, vous le connaissez, le télétravail, la visio, donc tout ça a transformé les organisations. Et donc du coup, nous en tant que think tank, on se dit, on arrive tous en 2025 et on va devoir accompagner ces 3 accélérations et essayer effectivement de piloter ce sujet, tout ça dans cette vision 2030 qui est la vôtre. Alors, on a réuni un peu autour de la table, et c'est notre recommandation, 5 grands personas qui sont la direction, le CDO, le CMO, le HR et l'impact. Et on les fait bosser un peu sur chacun des 3 sujets, mais vus de manière transverse, justement pour couper cette logique de silo. Donc là, on retrouve un peu ces 5 personnes et ils vont bosser sur ces 3 sujets et c'est ce que vous retrouverez dans l'ouvrage. Alors, ça, c'était la première partie de notre vision. La deuxième partie, c'est qu'en fait, on est tous pris dans un tsunami de projets immédiats, ce qu'on appelle les chantiers Now. C'est les chantiers à 0,24 mois. Et nous, on a essayé dans l'ouvrage de pousser l'idée de développer des chantiers Next qui seraient du coup sélectionnés parmi les projets les plus complexes et qui seraient un peu postponés pour que les projets NAO déjà aboutissent. C'est évidemment très difficile de gérer le run et le change, on est tous confrontés à ça. Et en même temps, si on n'arrive pas à séparer ce qui est vraiment du NAO et ce qui est du Next, c'est encore plus compliqué. Et cette vision NAO et Next a eu un écho assez intéressant dans les différents entretiens qu'on a pu mener. Après, l'autre approche, c'est d'en finir avec la vision stratégique qu'on appelle les H3, les 3 horizons de cabinet de conseil, et de dire effectivement, là aussi c'est un enseignement, c'est que dans un monde incertain, il n'y a plus de projet au-delà de 48 mois dans ce qu'on a pu observer. Ça n'existe plus, à part si vous êtes dans l'aviation, la construction automobile ou le bâtiment. Okay, et donc, tout ce qui est après, c'est vraiment la vision stratégique. Et là aussi, on enfonce des portes en disant il faut se dire les choses. Et voilà, un plan marketing, c'est telle périodicité, et puis c'est quelle durée et telle date de jalon pour l'optimiser, un plan de développement produit, ainsi de suite. Donc on rentre vraiment dans cette logique du Now, du Next et de la vision stratégique. Donc ça, c'est très important et ça permet un peu aussi de donner de l'air aux équipes et aux directions qui doivent pouvoir aussi planifier les choses. Donc tout ça nous amène, vous le découvrirez dans l'ouvrage, à
du coup une quinzaine de chantiers NAO et une quinzaine de chantiers Next qu'on a du coup positionnés sur ces 3 transformations. Donc nous, en tant qu'analystes, on a référencé ce qu'on observe dans les chantiers NAO sur l'IA, le digital, sur l'impact et sur l'organisation. Et en tant qu'analyste, on partage notre vision de dire, bah, écoutez, dans 18 mois, ça vous arriver sur la gueule. Et donc, on vous recommande de commencer à cibler le sujet, à s'y intéresser. Alors évidemment, il y a beaucoup de personnalisation, on n'a pas du tout la science infuse, mais par contre, on se dit par industrie, par sujet. On avait une conférence il y a quelques jours dans le secteur des territoires et de la ville, dans le secteur public. Ils sont aussi dans cette démarche-là avec leurs propres problématiques. Donc c'est à vous aussi de faire les derniers kilomètres. Mais dans l'ouvrage et sur le site, vous pourrez télécharger un kit du coup Excel qui vous permettra de suivre et de monitorer un peu cette vision-là en open source. Alors, ce qui est intéressant, c'est la deuxième partie de l'ouvrage dans laquelle on a fait parler un certain nombre de témoins qui nous ont reçus, qui ont beaucoup aimé la démarche et que je vous partage. Donc d'abord, on a été reçu par Patrick Pouyanné et qui nous a partagé du coup son utilisation de l'IA. Alors il y a la partie évidemment Total Marketing Services avec les stations de service et la fidélisation. Donc ça, on sait que c'est très utilisé. Mais là, il nous a plutôt partagé effectivement l'IA dans la maintenance prédictive et dans la détection et l'optimisation de la production pétrolière et énergétique. Voilà, on a eu un autre cas intéressant avec Renault sur la conception des premières étapes véhicules automobiles et les grandes tendances du marché et puis évidemment la personnalisation dans l'engagement consommateur. On a eu un témoignage hyper intéressant de CMA-CGM qu'on allait voir à Marseille sur comment toutes les 4 heures les pilotes du coup de bateau ont une nouvelle feuille de route générée par l'IA pour optimiser la consommation énergétique et optimiser les flux logistiques. C'était extrêmement intéressant. Et puis, effectivement, beaucoup de tendances qui arrivent sur comment, sur le dernier kilomètre, en intégrant la logistique, le e-commerce et autres, on peut optimiser les chaînes logistiques pour limiter l'empreinte carbone. Eramet, pareil, hyper intéressant sur le recyclage des batteries. Et puis, Bouygues, bien sûr. Donc, Fabrice Bonifay, que certains connaissent déjà ici, qui est le directeur du développement durable de Bouygues, il nous a vraiment partagé, et ça intéresse tout le monde autour de la table, c'est vraiment cette partie d'initiative de modélisation des plans produits avec les limites planétaires. Et eux, ils se disent, à 10 ans, il y a des produits qu'on ne pourra plus vendre. C'est impossible. C'est impossible. Donc du coup, comment faire dès maintenant, identifier ces produits et se dire et comment on peut les remplacer par d'autres produits ou tout simplement arrêter la BU, se préparer à arrêter la BU, peut-être lancer d'autres BU, mais il y a des offres de produits qui ne seront plus commercialisables dans le contexte que vous connaissez. Target, pareil, le président nous a reçus. Très intéressant sur cette partie revêtement industriel, revêtement technique et sportif, sur effectivement l'IA pour travailler et optimiser les processus. Et puis Sanofi. Donc Sanofi, là c'est intéressant puisque c'est la partie grand public, aspirine et compagnie, pour ceux qui voient de quoi je parle. Et donc là il disait, voilà, avant on avait une trajectoire et des dates à 5 ans et maintenant en 10 jours on pilote nos plans et tous les 10 jours on les met à jour via l'AI. Et donc, du coup, on voit que cette ère de l'agilité, elle est vraiment rentrée dans le quotidien, le quotidien des gens. Et donc, vous aurez bien sûr d'autres témoignages dans l'ouvrage. Voilà. Bon, ça, c'était effectivement la première partie. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette intervention sur les nouveaux codes de l'expérience B2B qui vont intégrer à la fois des enjeux industriels, des enjeux d'IA et aussi des enjeux d'IA générative. C'est parti. Alors, tout d'abord, pour vous préciser qu'on parle énormément d'IA, mais l'IA, c'est quelque chose qui est développé et depuis très longtemps. Il y a eu des courbes d'accélération, il y a les winters de l'IA, il y a les summers de l'IA. Là, on est dans un summer de l'IA, mais peut-être que dans quelques mois, on verra qu'il y a des limites aussi. Et puis, ça reviendra. On a eu la même chose avec la 5G, avec d'autres technologies, même avec le métaverse. Plus personne ne parle de métavers, mais le métavers, il va revenir forcément. Vous avez vu les annonces de Meta hier, je ne sais pas si vous avez les annonces de Meta avec les lunettes hologrammes. Donc vous voyez très bien que le métavers il va revenir de manière dynamique et il sera directement dans un hologramme et pas forcément dans un monde fermé. Et donc toutes ces grandes tendances viennent et reviennent jusqu'à atteindre
un marché grand public, qu'il soit B2C ou B2B. Et on le voit très bien avec ce slide. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, et c'est très important, c'est de bien dissocier d'un côté l'IA. Donc l'IA, en gros, c'est mimer une tâche d'intelligence humaine et le faire peut-être plus vite, plus précisément, moins cher. Et donc tout ça est répétitif. Et l'IA générative, où là on est dans autre chose, on va être dans une tâche qui va être nouvelle, hein, qui va être réécrite, qui va être générée directement par l'IA. Okay, donc il faut bien différencier les deux, et l'IA générative va créer des actions, va créer du contenu, va créer des recommandations en ayant une pensée, une vraie réflexion. C'est une machine vraiment à développer des idées et à interagir. Du coup, dans la logique industrielle, on le voit sur la partie production dans un premier temps, l'IA va toucher tous les segments de la production, de la conception, de la production, de la distribution, de la maintenance, de l'identification des problèmes, l'automatisation. Donc ça, c'est des sujets qu'on a abordés, nous, depuis très longtemps. Comme vous le savez, on va à Nevers-Messeux et du coup, on accompagne pas mal d'industriels. Mais on accompagne aussi via le membership. Il y a beaucoup de membres parmi nous ce matin, beaucoup d'acteurs sur la partie marketing B2B, expérience client B2B. Donc voilà, beaucoup de cas sur l'IA. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement le fait que ceux qui ont mis en place dans le B2B, des solutions d'IA générative ont des gains extrêmement rapides en termes effectivement d'augmentation de leads générés. Là, dans le bouquin, vous découvrez l'interview de la présidente de JLL, donc c'est l'immobilier de bureau. Et ben, par rapport à son concurrent qui a beaucoup moins investi dans le sujet, ils ont 2 fois plus de leads du coup générés par l'IA que les autres, puisque les autres ne reposent que sur la connaissance humaine et les réseaux personnels des sales. Et sur JLL, via des data et du crunch de database, ils arrivent comme ça devant les meilleurs sales de la place à générer des leads de nowhere grâce à l'IA. Et donc, on voit vraiment au quotidien des cas très concrets de génération d'opportunités. C'est ce que vous voyez sur la gauche. Après, vous allez avoir effectivement l'augmentation de la capacité de gestion des leads, puisque du coup, une partie des tâches peuvent être automatisées. Et il y a un premier tri, une première automatisation qui peut être faite. Et puis, il va y avoir effectivement les améliorations de délai de mise sur le marché. On échangeait hier avec la maire adjointe de Paris sur l'IA appliquée au marché public et au permis de construire. Un permis de construire à Paris, c'est 300 pages. Et ils ont mis en place une IA qui va traiter automatiquement toutes les demandes et qui va détecter les problèmes et les erreurs pour permettre du coup à la personne qui a déposé de revenir beaucoup plus vite et améliorer. Et ainsi, mine de rien, derrière, c'est toute une économie. Ça va être la construction, ça va être la commercialisation, ça va être le marketing. Et donc, on voit que dès l'amont, sur des demandes de permis de construire, on va pouvoir augmenter très fortement les circuits de production. Et enfin, là, il y a l'augmentation du taux de conversion. Donc là aussi, de plus en plus, on va avoir de l'accompagnement dans la donnée, de mieux comprendre les comportements, les attentes, pour essayer de permettre un meilleur closing sur les ventes B2B. Voilà, donc ça c'est vraiment la partie solution. Et puis, on le voit aussi, effectivement, les acteurs du B2B, ils ont développé, et vous êtes tous réunis autour de ces sujets aussi, 5 grandes tactiques. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le mini-canal est devenu quelque chose qui s'est fortement généré. Il n'y a plus les commerciaux en physique uniquement et la relation téléphonique. Donc ça a été une des révolutions de 5-6 dernières années. Il y a toute la partie de technique d'automation pour effectivement baser sur la connaissance client, relancer le client et essayer de faire de l'upsell. Donc ça c'est aussi fortement développé. Vous allez avoir toute la partie d'hyper-personnalisation. Là, je m'arrête là-dessus parce que, en fait, les industriels, parfois, ils ont les mêmes problématiques que les gros acteurs du e-commerce en B2C. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des milliers de références. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à l'arrivée de l'AI générative, il était très difficile de financer un contenu par produit. Ça coûtait une fortune. Et quand on discute avec des acteurs d'e-commerce, c'était pareil. Les fiches produits coûtaient une fortune et donc ils préfèrent avoir une fiche presque à moitié vierge plutôt que d'avoir une fiche parce que ça leur coûtait beaucoup trop cher en contenu. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on est dans une ère où on va proposer at scale un contenu à l'infini en multilingue. Je me suis amusé à titre personnel, ne rigolez pas, sur ma page auteur sur Amazon pour notre livre.
Bah, j'ai généré mon profil en 7 langues, japonais et anglais, puisque de toute façon, avec l'IAGN, ça l'a généré en 2 minutes, ça sera un référencement gratos. Mais l'idée, c'est que pour tous vos produits, vous puissiez non seulement les enrichir sous forme de fiches, mais surtout que vous puissiez personnaliser la fiche par rapport aux besoins du client. Ça, c'est des techniques qu'on commence à observer. On a bien sûr une fiche générique qui est affichée sur le site internet, mais on va voir dans une recommandation commerciale qui a été personnalisée par l'AI, carrément le pitch du produit associé aux enjeux clients qui ont été détectés par l'IA pour être dans le contexte d'usage futur du client. Ça, c'est quelque chose que nous, on utilise côté Hub dans notre partie service, mais sur la partie industrielle, on pense que c'est un énorme levier de performance pour augmenter les taux de transformation. Alors, là, ici, on va travailler un tout petit peu sur le parcours d'achat. Donc, vous allez avoir d'abord le haut du funnel, classique. Vous allez avoir la partie notoriété. Dans cette partie notoriété, nous, on a relevé l'initiative de SKF, effectivement, qui est spécialisée dans le jumeau numérique et qui a proposé une visite virtuelle de ses usines pour susciter un intérêt, susciter à la fois une transparence dans la production des produits, susciter aussi une future expérience possible de qu'est-ce que ça pourrait donner pour eux. Et donc, en amont de funnel, le partage d'une visite immersive, un peu comme dans le mobilier, c'est quelque chose qui marche de plus en plus dans le secteur industriel, aussi la capacité à faire bouger les produits, ainsi de suite. Alors, la deuxième partie, c'est la considération. Et donc là, on est dans l'ère de la brochure dynamique aussi. Je pense à Chopat, qui est un de nos partenaires ce matin. Dans les sites web d'entreprise, la planification des visites. Et là, vraiment, il y a avoir beaucoup d'outils qui vont permettre de personnaliser cette expérience. Après, vous allez avoir effectivement la partie décision, alors avec des initiatives autour de la réalisation de transition optimisée avec des paramétrages, c'est ce qu'on voit ici. Et puis après, la mise en œuvre. Là, il y a beaucoup de tests aussi. Et enfin, après l'achat, c'est toute la partie AI qui va permettre de suivre les comportements, identifier la maintenance. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit en marketing. Vous avez les équipes service client et support qui génèrent des patterns. Donc, on voit que sur certains produits, il y a, au bout de 1 an et demi, par exemple, un problème de panne ou un problème... ça génère de l'insight qui va, en connexion avec le marketing, permet de manière préventive d'envoyer des emails marketing et basé sur cette donnée d'usage, générer des opportunités de campagne et de réengagement avant que le problème se pose pour régénérer l'engagement et peut-être de l'upsell. Donc il faut aussi, et c'est ce qu'on évoque dans notre ouvrage, arriver à reconnecter les silos entre toute la partie après-vente et la partie avant-vente et optimisation des processus commerciaux. Alors ici, on a quelques exemples effectivement de solutions technologiques associées à des entreprises. Entre la collecte et l'intégration, l'analyse comportementale, l'analyse prédictive, la persuasion à grande échelle, l'information client automatisée, la visualisation améliorée. Donc il y a énormément de technologies, mais l'idée, c'est effectivement de les partager. Ce qui est très clair, c'est que nous, on considère qu'il y a 4 grands domaines sur lesquels il faut que vous puissiez focuser. Le premier, c'est effectivement, c'est ce que j'évoquais il y a quelques minutes, la partie logistique et service client proactif. Ça, c'est clair que, encore une fois, avec les remontées d'informations, on va pouvoir être dans un flux extrêmement fort en termes de logistique et d'anticipation de futurs besoins et du coup d'optimisation des coûts. Il y a énormément de leviers de performance sur ce point et c'est vraiment une partie coût qui est très très importante encore aujourd'hui. La deuxième partie, c'est la partie responsabilité sociale et environnementale. On l'a évoqué avec Bouygues. Certains produits ne seront plus commercialisables dans quelques mois, dans quelques années. Et donc, il faut anticiper en termes de gamme d'offres. Qu'est-ce que ça pourrait dire pour vous ? Après, sur la troisième partie, il y a la nécessité pour vous, pas de vous équiper, évidemment, vous êtes déjà en partie équipé, mais c'est de continuer non seulement de vous équiper, d'améliorer les produits, d'améliorer la performance. Vous êtes dans un univers extrêmement compétitif et il faut pouvoir être équipé des meilleures solutions afin de continuer à développer votre performance et d'optimiser effectivement votre rentabilité. Et puis le dernier point, c'est la personnalisation. J'en parlais il y a quelques secondes. Il faut arriver vraiment à aller de plus en plus dans la personnalisation de la relation client. Et aujourd'hui, objectivement, avec l'IAGN, vous n'avez plus d'excuses. C'est plus possible. Là, vraiment, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir effectivement concevoir et développer des campagnes extrêmement dynamiques. Alors, un cas, le cas, c'est Caterpillar, effectivement, qui a mis en place des outils de suivi des équipements qui met en location, qui sont
disponibles pour anticiper les conditions d'usage et permettre effectivement de fournir des tendances qui pourraient permettre aux commerciaux derrière de réengager et de pouvoir, non seulement avec des textes préécrits et constitués, de pouvoir engager. Il y a la plateforme e-commerce, bien sûr, qui permet de commander les pièces, et puis l'application centrale en mobilité pour les personnes qui sont clientes. On passe à la troisième séquence, les agents autonomes. Donc les agents autonomes, c'est quelque chose qui va arriver très rapidement. Je vais passer un petit peu cette partie-là. Je vais m'arrêter ici. Je vous demande juste de retenir ce slide. C'est bon? Donc, depuis le début de l'année, vous avez tous fait du ChatGPT, du Gemini ou du Copilot. C'est ce que nous, on appelle des IA actions. Vous mettez un prompt, vous avez une réponse. So far, so good, ok? Sauf que ça, nous, on dit, ça y est, c'est fini, on est passé à autre chose. On est rentré dans la deuxième phase, qui est la partie IA expert. C'est la capacité à enchaîner, du coup, des prompts qui se connectent entre eux. Okay, donc nous, on a des prompts chez nous en interne qui sont déjà pré-rédigés. Génère-moi la fiche client de X. OK. Deuxième prompt, génère-moi l'actualité de X, qui est connectée à la première fiche, ainsi de suite. Donc on a des hooks qui connectent en fait les chats entre eux, et ça nous permet d'avoir un expert. Donc ça, c'est la phase vraiment actuelle sur laquelle il faut pouvoir travailler de votre côté. La troisième étape, qui va être un peu plus violente, qui sera plutôt pour 2025, ça sera les agents IA que je vais introduire en 2 minutes, et la capacité effectivement d'avoir des process complets au sein de votre organisation qui feront du coup en partie une partie des métiers. Je pense au call center, où là vous allez avoir voilà, des AGV qui vont vraiment pouvoir répondre, faire un premier niveau de support client. Les tests sont vraiment impressionnants. Et ce que je voulais vous partager aussi, c'est le fait que cette IA, elle a beaucoup été servicielle, elle va être de plus en plus aussi industrielle avec le Edge directement sur notre production. Elle a été aussi dans le B2C servicielle avec les chatbots, on en parlera et autres, mais elle va être domestique. Vous avez vu ce qu'a annoncé Apple, ils arrêtent leur voiture et la totalité des équipes qui bossaient sur les futures voitures Apple qui ne sortiront jamais sont basculées sur un nouveau produit qui serait une sorte de robot domestique de Apple. Donc ça montre à quel point les agents IA domotiques arrivent, puisque Apple est toujours sur une tendance très très lourde, et donc avec le vieillissement de la population, ça peut être un support intéressant. Voilà, donc posez-vous les bonnes questions. À quoi pourraient servir les agents IA ? Donc il ne faut pas démarrer comme ça from scratch. Il faut vraiment vous poser des questions de à quoi pourrait servir un agent IA. Nous, on a beaucoup de formations là-dessus à l'Institut, on est pas mal sollicité actuellement. Et puis après, on a répertorié, c'est un peu long, mais tous les types d'agents IA possibles. On les répertorie, on les analyse, et puis on les associe à des usages que vous connaissez déjà. Les Netflix, les DJI, les Nest, tout ça, il y a de l'IA dedans, mais à quel type d'IA c'est associé? Donc on a fait ce classement pour vous permettre de mieux comprendre comment on s'en rapproche et de pouvoir y associer. Alors après, il va falloir travailler ces agents IA dans ces différents métiers, la gestion des talents, recrutement, le tri automatique des CV, l'automatisation de la relation client, l'aide à la création marketing, on le voyait avec Renaud tout à l'heure, évidemment le coding, la gestion des data et la cyber et le risque qui ne font qu'augmenter. Donc vous avez les acteurs, les GAFA incontournables qui sont évidemment, en plus d'OpenAI et d'autres, qui sont en train d'accélérer sur ce sujet avec des offres clés en main autour de la création d'agents. Et puis là, c'est ce qu'on a fait chez nous en interne. C'est ce que j'évoquais, ça c'est des chats qu'on a développé, chatbot, avec l'actualité d'un client, et puis s'affiche avec ses grands enjeux et qui nous permet de mieux comprendre ce qui se passe et d'avoir en quelques secondes une synthèse automatique. Et après on les connecte entre eux et ça va nous sortir effectivement une synthèse extrêmement rapide. Voilà, alors n'hésitez pas à le faire pour vous-même. C'est vrai que nous, on a tapé le nom de notre entreprise et ça a décrit ce que fait notre boîte. Et sur certains noms de produits ou de services qu'on fait, ils ont dit « Ah bah si, ChatGPT dit que ça s'appelle comme ça doit être le bon nom. » Donc parfois, c'est intéressant aussi de l'utiliser sous forme de miroir. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais c'est vraiment quelque chose à tester. Vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, donc le mot un peu nouveau dans le cadre de cet échange, c'est l'agentivité. C'est qu'on rentre dans l'ère de l'agentivité, on rentre dans l'ère de l'intégration progressive d'agents IA au sein de l'organisation. Ça a déjà commencé, ça va s'accélérer. Et l'idée, c'est de commencer à prendre en considération ces enjeux pour bien préparer 2025. Merci beaucoup pour votre attention.